Aujourd'hui, on va décortiquer une cyberattaque assez énorme, une attaque qui a vraiment frappé au cœur de l'écosystème JavaScript. Et comme on va le voir, les conséquences sont très directes pour le monde des crypto-monnaies. Allez, on plonge tout de suite dans le sujet. Alors, de quoi on parle concrètement ? Eh bien, imaginez un petit logiciel malveillant, un malware, qui a réussi à s'infiltrer au cœur d'outils de développement que des millions de gens utilisent. Son seul et unique but, intercepter discrètement les transactions en crypto-monnaie et remplacer l'adresse du destinataire, c'est aussi simple et redoutable que ça. Ce qui est particulièrement vicieux ici, c'est la nature de la menace. Ce n'est pas une attaque classique qui vise directement un utilisateur final. Non, elle s'attaque aux fondations, aux outils que les développeurs utilisent tous les jours pour construire les applications. En fait, ça porte un nom. C'est une attaque de la chaîne d'approvisionnement. L'idée, elle est super maligne. Au lieu de s'attaquer à des milliers d'applications une par une, l'attaquant infiltre un seul composant de base, une brique logicielle utilisée partout. Et paf, il infecte d'un seul coup tous les projets qui dépendent de cette brique. C'est une stratégie d'une efficacité redoutable. Et les paquets touchés, eh bien, ce ne sont pas des petits joueurs. On parle de bibliothèques ultra populaires de l'écosystème NPM comme Choc ou Stripancy. Ce sont des outils que des millions de développeurs intègrent dans leurs projets, très souvent sans même le savoir, parce qu'ils sont inclus par d'autres dépendances. Et pour bien comprendre l'échelle du problème, accrochez-vous bien. On parle de plusieurs centaines de millions de téléchargements par semaine. C'est juste colossal. Ça donne le vertige et ça montre bien le potentiel de propagation de l'infection. Une très très grande partie de l'écosystème Node.js était potentiellement exposée. Ok, donc le potentiel de l'attaque est énorme. Mais alors, comment ça marche concrètement ? Comment ce malware fait-il pour voler de la crypto ? Regardons un peu la mécanique de ce vol numérique de plus près. Ce type de malware, on l'appelle un crypto-clipper. Le nom est assez parlant, hein. Son job, c'est de clipper, de couper l'adresse de destination légitime pour la remplacer par une autre, celle de l'attaquant. C'est une technique de piratage très ciblée et surtout particulièrement difficile à détecter. Le processus est d'une simplicité redoutable. Ça se passe en 3 temps. D'abord, le malware est en mode écoute. Il est dormant et surveille tout ce qui transite, en particulier le presse-papier et les requêtes réseau. Ensuite, dès qu'il repère une chaîne de caractères qui ressemble à une adresse crypto, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum ou autre, il se réveille. Et enfin, l'étape cruciale, juste avant la validation de la transaction, hop, il échange l'adresse légitime avec celle du pirate. Ni vu, ni connu. Bon, avec une attaque d'une telle ampleur, la question qui brûle les lèvres, c'est évidemment de savoir qui est vraiment touché. Est-ce que tous les projets qui utilisent ces paquets sont maintenant vulnérables ? C'est la question que tout le monde se pose. Face à des chiffres pareils, on pourrait vraiment croire que c'est l'apocalypse et que la catastrophe est généralisée. La panique est assez légitime. Mais heureusement, la réalité est un peu plus nuancée que ça. Et la réponse, heureusement, c'est non. C'est un détail technique absolument essentiel. Seuls les projets qui ont effectué une mise à jour de leurs dépendances après la publication des versions vérolées sont concernés. Les projets qui tournaient sur des versions saines plus anciennes sont pour l'instant à l'abri. Ok, le risque est donc bien identifié. Maintenant, la question la plus importante. Comment on se protège ? Quelles sont les mesures à prendre là, tout de suite ? Alors là, tout dépend du type de portefeuille crypto utilisé. Si on utilise un portefeuille matériel, un hardware wallet comme un Ledger ou un Trezor, on est plutôt bien protégé. Mais attention, il y a une condition non négociable. Il faut toujours, systématiquement, vérifier l'adresse qui s'affiche sur le petit écran de l'appareil physique avant de valider. C'est la seule vraie sécurité. En revanche, pour les portefeuilles logiciels, les software wallets, là, c'est une autre histoire. Le danger est maximal. La consigne est claire et nette, on arrête tout. Il est impératif de suspendre toute transaction on-chain jusqu'à ce que la situation soit totalement clarifiée. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut prendre un peu de hauteur. Cet incident, aussi grave qu'il soit, il ne sort pas de nulle part. Il soulève des questions de fond sur la sécurité de tout notre écosystème numérique. Regardons par exemple ce qui est arrivé récemment à Swissborg. On ne sait pas si c'est directement lié à cette attaque NPM, mais ça illustre parfaitement le problème. Une faille a été trouvée, non pas chez eux, mais chez un de leurs partenaires. Résultat, des pertes financières considérables. Ça montre bien à quel point l'écosystème est fragile et que la menace peut venir de n'importe quel maillon de la chaîne. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à une question de fond, une question essentielle. Est-ce que nos outils de développement open source, sur lesquels on bâtit absolument tout, sont vraiment fiables ? On a une confiance presque aveugle dans cet écosystème. Cette crise nous force un peu à ouvrir les yeux et à nous demander si on ne devrait pas être beaucoup plus exigeant sur la sécurité des fondations de notre monde numérique. La réflexion est plus que jamais ouverte.